Bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle David Minga et je suis ingénieur-chercheur à EDF Lab, EDF R&D, à Saclay, au sud de Paris. Vous savez, le plateau où il y a tous les grands penseurs de la recherche française qui sont réunis. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du futur de l'IA, mais sous un angle bien particulier, enfin sous deux angles. L'angle des usages, c'est un angle plutôt à quoi ça sert et quels sont les enjeux économiques derrière, et sous l'angle technologique, évidemment, parce qu'il y a des ruptures, il y a des révolutions. Ce matin, je ne sais pas qui a assisté à la conférence de Lionel Constant ce matin. Une seule personne. Bon, Lionel a commencé à parler d'un certain futur de l'IA, c'est-à-dire on veut aller vers une IA généraliste, capable de raisonner et multidomaine, comme un être humain. En fait, le programme, c'est de raisonner comme un être humain. Parce que, quand on y réfléchit, la première définition, la définition de l'intelligence artificielle, en tout cas celle qui me semble pas trop mal, c'est de dire que c'est un programme qui vise à comprendre la cognition humaine et qui vise à essayer de l'imiter. On a un modèle, nous, un cerveau, ça utilise 20 watts pour faire tout ce que ça fait. Percevoir. Alors, ce dont on parle, en termes de cognition, c'est ça, ce programme. C'est-à-dire percevoir, interagir en langage naturel, agir et raisonner. On fait tout ça pour 20 watts. Pas mal. Belle performance. Et le programme de l'IA a déjà été donné par la DARPA. Qui sait ce que c'est que la DARPA? Ah, c'est embêtant, parce que c'est eux qui donnent le là dans ce monde-là. C'est l'agence d'innovation de l'armée américaine. Vous savez tous que la plupart des grandes innovations, Internet, ça vient de l'armée américaine, de la DARPA, le GPS aussi, mais l'IA, ils ont travaillé évidemment là-dessus, parce que c'est très utile pour eux. Alors, que dit le programme? Il y a eu une première phase, c'est marqué 2010, enfin, c'était même avant, les années 70, je ne sais pas si vous savez, les systèmes experts, 70-80. Qui s'en souvient? Il y a encore des gens? Ouais, il y a une personne. Voilà. Et c'était surtout du raisonnement, les systèmes experts, et dans des mondes fermés. À l'époque, on travaillait dans des mondes de blocs. C'était très virtuel. Mais seulement, on s'est aperçu que ça ne passait pas l'échelle. Et le dernier avatar s'appelle CYC, CYC, de Douglas Lennart, qui est le dernier croyant dans la puissance des systèmes experts. Ce qu'on a vu, c'est la deuxième vague, c'est plutôt la vague statistique, de l'inférence statistique, c'est-à-dire le fameux deep learning. Et en fait, l'idée, il n'a pu exister que parce qu'on disposait d'énormément de données. Tout a commencé en 2012, avec un concours. Je ne sais pas si vous connaissez ImageNet. Ça vous dit quelque chose? Voilà, il y en a une personne. ImageNet, c'était un ensemble de données qui était fourni par des GAFA, parce que l'avantage des GAFA, c'est qu'ils récupèrent plein de données. Le vrai problème de l'IA, c'est d'avoir accès aux données. Et eux, ils en récupèrent pas mal. Et donc, on a testé des algorithmes deep learning qui ont pu montrer vraiment leur efficacité dans la classification d'images. Mais seulement, vous voyez bien, il y a un petit souci, c'est qu'au niveau de l'abstraction et du raisonnement, ça ne marche pas. On ne raisonne pas avec du deep learning. Enfin, en tout cas, on ne sait pas faire encore. Et la troisième vague, celle vers laquelle on arrive, c'est plutôt là, on va essayer de raisonner. On va essayer de remplir toutes les cases et d'arriver à une intelligence multifacette. Alors, qu'est-ce qui va tirer tout ça? Il n'y a pas de hasard. Il faut des financements, comme vous le savez. D'où viennent les sous? Et les sous, ils viennent souvent des GAFA. Parce que je vous rappelle que ce sont eux qui ont intérêt au développement de l'IA. Pourquoi? Parce qu'il leur faut créer l'après-moteur de recherche, par exemple. Comment passer
d'une recherche mots-clés à des questions-réponses en langage naturel. Voilà un défi. Et aussi la compréhension, qu'est-ce qu'il y a dans une image? Ben oui, parce que si vous voulez envoyer des images qui ont telle et telle caractéristique, comment vous allez les retrouver? Donc vous voyez, hein, en fait, c'est dans leur business qu'ils sont obligés de créer de nouveaux outils pour renforcer leur business. Et ce sont eux qui tirent un petit peu, je dirais, le développement de l'IA. Initialement, et Lionel l'a raconté, il y avait aussi un autre secteur qui tirait le développement de l'IA, c'est le secteur du jeu. Vous avez tous entendu parler de Deep Blue, hein, les joueurs d'échecs, hein, aussi de AlphaGo, hein, qui a battu le champion du monde. Là aussi, c'était un facteur d'évolution de l'IA. Et de nouveaux secteurs sont arrivés, parce qu'on a voulu utiliser l'IA dans des secteurs critiques, hein, pour les systèmes complexes, des usines, les avions, l'automobile, et assurer tout ce qu'on appelle la haute disponibilité. C'est-à-dire, il faut que votre machine repère les pannes avant qu'elles arrivent. Alors, ça signifie quoi, repérer les pannes avant qu'elles arrivent? Ben, c'est faire ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Hein. Et maintenant, ça devient de plus en plus important. Alors, il y a aussi, parallèlement aux attentes... non, j'ai oublié quand même quelque chose, je n'ai pas terminé. Il y a aussi une attente d'automatisation de nombreuses tâches, avec de nouvelles générations de robots, plus flexible et plus autonome. Un robot, par exemple, regardez John Deere, les nouveaux tracteurs autonomes de John Deere. Ce sont des tracteurs qui fonctionnent tout seuls. L'agriculteur n'a plus qu'à les programmes sur un smartphone. C'est ça dont on parle. Hein. Ce sont les nouvelles générations de robots. Alors, ces robots travaillent dans des lieux bien spécifiques, hein, à la topologie bien définie. Ça peut être un entrepôt. Hein. Regardez les robots Kiva d'Amazon. Est-ce que vous savez que 25% des entrepôts d'Amazon sont entièrement automatisés par des robots? Entièrement. Voilà. Hein. Et ils ont acheté des boîtes de robots. Et aussi, le dernier enjeu économique, c'est le fameux Web 3. Alors, qui connaît le Web 3 dans la salle? Il y a Web 1, Web 2, Web 3. Ah, deux personnes. Alors là, je vais faire une petite digression parce que ça, c'est important. Le Web 1, vous le connaissez tous, hein, on a commencé comme ça, c'est des pages statiques. Hein, et ce qui est important dans ce monde-là, c'est surtout Google, c'est la recherche, c'est le blog, grosso modo. Hein, on fait des pages pour dire, voilà, c'est une fiche produit, des fiches produits et aussi les blogs. Bon, c'est ce qu'on appelle l'ego casting. Hein, c'est moi qui commence à parler. Web 2, c'est quoi? Web 2, c'est à partir de 2000-2002, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est Facebook. Hein, et donc, le but du jeu, c'est de créer des contenus utilisateurs, d'interagir. Hein, et à la fin, ça donne quoi? Ben, ça donne TikTok et ça donne Instagram, hein, que vous connaissez tous. Et le Web 3, c'est quoi? Ben, c'est un web décentralisé, qui se veut décentralisé, indépendant des GAFA, et qui est plutôt spatial. Alors, c'est plutôt, on parle de métavers, on parle d'identité souveraine, hein, avec blockchain, et on parle de propriété, parce que là, cette fois-ci, on possède... je peux lire, je peux écrire, et je possède. Je possède mon identité, et je possède des actifs numériques. Voilà, hein, ces fameux NFT dont tout le monde parle. Mais le Web 3, c'est surtout aussi le métavers, le fameux métavers. Je ne sais pas si vous avez vu Ready Player One. Qui a vu Ready Player One de Spielberg? Quand même, voilà. Donc vous voyez à quoi je veux faire allusion. Donc c'est un monde de jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'on va représenter, on va virtualiser des bâtiments, on va virtualiser des humains, il y aura des avatars qui nous représenteront, et c'est tout ça va interagir. Et donc, le Web 3 a besoin inhéremment d'IA. Parce que pourquoi? Parce que le Web 3 est la rencontre du réseau social et de l'univers du jeu.
Et comme je vous ai dit que ces deux univers sont des, comment dire, tirent le monde de l'IA, et que l'IA dont je vais vous parler, va permettre de faciliter la construction de ces mondes. Voilà. Alors, je vais un petit peu aller plus loin et expliquer aussi que ça ne suffit pas d'avoir des attentes économiques. Il faut aussi confronter aux attentes sociétales. Hein, parce que les individus aussi ont de nouvelles attentes. Ben, ils ont une attente de fiabilité et de sûreté de fonctionnement. Il faut que ça marche. Hein. Ah oui, parce que je vous ai parlé de système critique, voiture autonome, vous n'avez pas confié votre vie à une bagnole dont vous n'êtes pas sûr qu'elle va vous amener à l'endroit où vous voulez aller. Hein. Donc il y a une notion de validation, hein, c'est comme de certification. Il y a l'explicabilité, très important. En fait, ce que je vous parle, c'est l'IA de confiance. Comment on crée la confiance? Hein. Il y a la certification, mais il y a aussi le fait que vous êtes capable d'expliquer le fonctionnement. Comment vous avez pris une décision? Allez voir un banquier, on vous refuse le prêt. Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez refusé? S'il utilise du deep learning, il sera incapable de vous le dire. Incapable. Voilà. S'il utilise un arbre de décision, il serait capable. Voilà. Bon, vous voyez les différences et ce que ça induit dans l'interaction humaine. L'éthique, très important. On a parlé ce matin de superintelligence. C'est Nick Bostrom en 2013 qui en a parlé. Ray Kurzweil aussi en a parlé. On vous parle bien vous avez tous entendu parler de Skynet. Hein, vous avez vu Terminator, hein, la superintelligence. C'est pas de l'ordre de l'impossible, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que la question que vous devez vous poser, très simple. Quand vous avez un missile hypersonique, à votre avis, combien de temps vous avez pour réagir? Pas beaucoup. Regardez Dr Folamour, il y a quelques heures. Vous avez fait le film de Kubrick, ça dure 3 heures. Vous avez tout le temps de réagir avec un missile intercontinental. Mais un missile hypersonique, alors là, je peux vous dire que ça se compte en minutes. Donc, comment vous allez prendre une décision? Voilà la question que je vous pose. Très simple. Hein. Et donc, il vous faut faire confiance à des instruments. Mais il vous faut des certitudes. Pas simple, hein? Donc, il y a une tentation de dire, bah, c'est une IA qui va peut-être réagir parce qu'elle est rapide. Voilà. C'est une tentation. Donc, je vous mets devant les différentes possibilités. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Et aussi, les autres problèmes, donc on a l'éthique, on a aussi des problèmes liés aux biais, hein, aux différents biais. Vous avez tous entendu parler du bot de Microsoft, hein, qui est devenu raciste parce qu'on lui a balancé, on lui a dit les juifs sont des salauds, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc tous les problèmes de race, de misogynie, de sexisme, appelez ça comme vous voulez, bah, voilà, ça pose problème. L'entraînement des IA doit tenir compte de ça. Okay. Et dernier point, qui n'est pas qui est aussi très important, surtout maintenant, c'est la sobriété énergétique. Parce que si votre IA consomme, je ne sais pas, autant qu'un building toute une année, ça peut être problématique aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'attentes, de contraintes qu'il faut adresser. D'autres contraintes ont émergé. Là, je vous donne un petit peu ce que le Conseil d'État français, donc vous voyez que l'IA est entrée dans votre vie parce que c'est entré déjà dans l'administration. Hein, voilà ce qu'il demande, la liste, hein, des attentes. Il faut que ce soit transparent, équité, performance, autonomie stratégique, très important. Hein. Quand vous voyez que, par exemple, l'entrepôt de santé, c'est Microsoft qui s'en occupe, que vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, et que vous connaissez l'extraterritorialité de la justice américaine, vous comprenez que ça peut poser problème. Donc, ce n'est pas du simple, ce dont je vous parle. C'est multifacette, il faut une vision 360 degrés. Et parallèlement, il y a une nouvelle génération d'IA qui émerge. Donc là, je vous donne quelques exemples. Hein. Ça a commencé en 2020 avec GPT-3. Hein. GPT-3 qui est un modèle de langage. Hein. Ensuite, bon, bah, il y a d'autres modèles qui sont encore plus puissants. Lambda, on en parlera. Des modèles, ça c'est pour créer du texte.
hein, générer du texte. Mais vous avez aussi des générateurs de code, hein, comme Codex, hein, ou AlphaCode. Vous avez aussi tout ce qui concerne la pharmacie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez AlphaFold, hein, qui en fait s'intéresse au problème du repliement des protéines. Vous savez que les protéines, pour qu'elles soient actives, il faut qu'elles se replient. Or, c'est un problème très complexe, hein, tridimensionnel. Et les protéines, comme vous le savez, ce sont les briques de la vie. Donc ce problème est un problème qui a beaucoup posé des problèmes aux théoriciens, parce qu'ils n'avaient pas de solution. Là, visiblement, AlphaFold, qui a été créé par DeepMind, qui est la filiale de Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. Hein, je vous donne un peu les éléments. Et qui a complètement révolutionné le monde de la protéomique. Voilà. Alors, comme je vous dis, le fait que maintenant l'IA est de plus en plus répandue fait que l'IA a complètement changé. La façon dont on fait de l'IA a complètement évolué. L'IA maintenant est devenue un service. La construction de modèles est devenue un service. On parle de IaaS, IA as a Service. Je suis certain que pendant le Covid, vous avez utilisé beaucoup de services SaaS. Pourquoi? Parce que ce n'est pas difficile. Vous avez certainement utilisé Netflix, hein, ou Amazon Vidéo. Ça veut dire que le cinéma vient vers moi. C'est ça le as a Service. Ça veut dire que le service est là où je suis. Vous voyez l'intérêt? Bah. Et donc, le problème que vous avez, c'est que lorsque vous voulez créer un modèle d'IA, vous allez utiliser évidemment de la puissance de calcul, mais après, vous n'en aurez plus besoin. Donc, c'est un service. Et c'est ce qu'ont compris des fournisseurs de hardware. Alors, là, ici, c'est Blaze et c'est Graphcore. Graphcore qui est à Bristol, en Angleterre. Hein. En France, il y a 0, donc ce n'est pas la peine de chercher. Blaze, c'est un autre, je pense que c'est un Américain ou un Israélien. Et voyez bien qu'on parle d'un marché gigantesque. Hein. On parle de 110 milliards de dollars en 2024. Donc, ce n'est pas du petit. Hein. Et donc, maintenant, ce sont des services. Donc, on peut avoir accès facilement à une offre qui vous permet... Imaginez que vous ayez ça à Nantes, ça veut dire que toutes les PME pourraient accéder facilement et créer leur propre modèle à partir de leurs données. Alors le problème que ça va poser, évidemment, et on le verra par la suite, c'est des problèmes de confidentialité. Vous imaginez bien que faire du SAS, ça veut dire que les données, elles sortent. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Hein, voilà. Donc, il faut voir tous les problèmes. Alors, quel est le point d'entrée de l'évolution? Comme je vous ai dit, il faut aller au-delà du moteur de recherche. Mais ça veut dire quoi? Quand on fait un moteur de recherche, on écrit des mots. Hein, vous écrivez des mots sur Google. Maintenant, quand on va un peu plus loin, on veut parler en langage naturel. Donc on va parler de langage et de modèles de langage. Alors on va parler du langage comme élément, je dirais, d'évolution de l'IA. Alors, mais pas pour n'importe quoi. C'est le langage pour l'interaction et le raisonnement. Alors, je vais expliquer un peu plus. Alors, si vous voulez réinventer le moteur de recherche, voilà une boîte qui a réinventé le moteur de recherche, Andy, vous voyez, hein, vous posez des questions, hein, voilà, vous voulez savoir, par exemple, quelle est la taille de l'Empire State Building, hein, voilà, il vous dit 1250 pieds. Bon, un pied, c'est 33 cm, ok? Bon, donc il faut vous poser une question, vous avez une réponse. C'est de la question-réponse. Voilà. Alors le type de question que vous pouvez poser est de plus en plus sophistiqué. Vous pouvez poser, par exemple, quel est le Premier ministre anglais qui officiait en décembre 1956? Voilà le genre de question que vous pouvez poser. Par contre, et on en reparlera, vous aurez un gros problème si vous posez la question quel est le Premier ministre anglais qui officiait le jour où Theresa May, ancienne Première ministre, est née? Là, vous n'aurez pas de réponse. Parce que là, on va rentrer dans un autre schéma plus symbolique qui est un graphe de connaissances. Bon, là, je vais en parler. Alors,
tous ces GPT-3, ces modèles de langage, ça sert évidemment à réinventer le moteur de recherche, mais aussi à améliorer évidemment le référencement des sites web. Vous imaginez bien. Hein. Et donc vous avez des offres, Your-Text Guru, Babar. Alors Babar, c'est Sylvain Perronnet. Je ne sais pas, qui connaît Sylvain Perronnet? Voilà, c'est un des meilleurs spécialistes hein, de ce qu'on appelle le SEO, le référencement. Si vous faites du commerce, c'est ça que vous devez connaître. Qui fait du commerce, de l'e-commerce ici? Coucou les data, hein, il faut que ça serve à quelque chose. L'e-commerce, c'est un des plus gros business hein, dont on parle. Et ces modèles, ils deviennent de plus en plus gros. Regardez, là, on arrive à 62 milliards de paramètres, jusqu'à 540 milliards de paramètres, avec de plus en plus de possibilités. On parle de la compréhension du langage naturel, du résumé de texte, hein, parce que ça, c'est intéressant. Alors, résumé de texte, ça peut être intéressant aussi pour résumer, vous savez, depuis qu'on a fait pas mal de vidéoconférences, un des problèmes que l'on a, c'est la transcription et résumer une réunion. Si on le fait automatiquement, je peux vous dire que vous gagnez beaucoup de temps, hein, honnêtement. Voilà un truc gagnant. Hein, avec un modèle, là, vous pouvez dire que c'est bon. Et à la fin, vous travaillez sur tout ce qui est raisonnement sur le sens commun, hein, dont on a parlé tout là-haut, mais là, il faut payer très cher en termes de nombre de milliards, je dirais, d'hyperparamètres. Donc, ce sont des modèles qui demandent énormément de puissance de calcul pour être construits. Parce que le but du jeu, à la fin, c'est de ne pas s'arrêter simplement au modèle et de pouvoir répondre, c'est d'être capable aussi de raisonner, enfin raisonner. En tout cas, donner quelque chose qui a l'apparence du raisonnement. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. C'est ce que fait Google. Là, c'est un article de Google en 2022. Parce que ce dont je vais vous parler, c'est 2022. Il faut être clair, ça bouge tout le temps. Hein, même ce matin, il se passe des choses nouvelles. Voilà, hein, donc chaque jour, quand on est informaticien, je vais vous dire, il faut se remettre en question tout le temps. Donc c'est même pas la peine de dire on va s'arrêter. Donc voyez bien, 5 balles de tennis, il achète deux boîtes de tennis, chaque boîte a 3 balles de tennis, donc 5 plus 2 fois 6, ça fait 11. Donc d'un côté vous avez 11, et de l'autre côté on vous dit 5 balles, 2 fois 3, hein, 5 plus 6, 2 fois 3 égale 6, et 5 plus 6. Donc on vous donne la chaîne hein, de raisonnement enfin, qui a conduit à la réponse. Et vous arrivez en fait à la fin à résoudre, alors là c'est un des modèles, hein, on a parlé ce matin, je crois que tu avais parlé d'un des grands modèles hein, de Google, mais celui-là, il est très intéressant, le Palm, parce qu'il permet de faire des réponses de type QCM. Vous savez, en pharmacie, vous savez, quand vous faites les études de médecine, on vous fait répondre à des questions. Et ben, là, il est capable de répondre à des questions mathématiques avec un score de 55%, c'est à peu près, c'est l'école primaire, il est au niveau de l'école primaire. Voilà, son intelligence, entre guillemets, je l'ai mis entre guillemets, est au niveau capable de répondre à des questions de l'école primaire. C'est pas mal. Pas tout, hein, c'est un bon début. Hein. Et quand on veut aller un peu plus loin, là, il va falloir utiliser d'autres outils. On avait parlé justement de l'importance d'avoir un peu d'outils symboliques, sémantiques. Le fameux graphe de connaissances apparaît. Hein. Alors, le graphe de connaissances, ça permet de créer des liens entre des entités, entre des concepts. Hein. Vous voyez bien hein, ce dont on parle, comment dire, on parle de sécurité qui est liée à des verrous, on parle relié à l'argent, enfin bref, on est capable de relier des concepts entre eux et donc de répondre à des questions de plus en plus complexes. Et c'est ça qui est important, hein, qu'on ne pouvait pas répondre auparavant. Donc ça veut dire que vous devez mélanger deux technologies, pas simplement une technologie de type statistique. Vous voyez, une technologie de type symbolique. Et donc ça veut dire que vous devez utiliser d'autres structures de données que simplement le texte, qui est une structure de données au niveau 1, hein, dimension 1.
en prenant les images, c'est dimension 2, et ce dont je vais vous parler, la suite, que vous devez regarder absolument, c'est les graphes. Hein, c'est la structure de données privilégiée pour traiter ce genre de problème. Et les graphes, c'est un monde qui n'est plus euclidien. Donc vous n'avez plus les mêmes notions de distance. D'accord, hein? Donc ce n'est pas la même technologie. Par contre, vous pouvez résoudre des problèmes de 3D et plus. Hein? Donc vous voyez, et on peut raisonner au niveau, on peut tenir des raisonnements de type humain. Alors, tout ça s'appelle les graphes de connaissances. Alors voilà, par exemple, un exemple de graphe de connaissances. Hein. Alors, graphe de connaissances et ontologie, c'est un peu comme, ça serait un petit peu le schéma, l'ontologie, ça serait le schéma du graphe de connaissances. Hein. Donc, voyez bien, hein, Lily est amie avec James, James aime Mona Lisa, hein, qui a été peint par Léonard de Vinci. Lily est intéressée par Léonard de Vinci. Enfin bref, vous pouvez, comme ça, créer des graphes de plus en plus compliqués. Alors, si je vous dis, vous pouvez prendre un texte et le transformer en graphe. Vous pouvez prendre une image et la transformer en graphe. Vous prenez n'importe quel pixel, vous le connectez à tous ses voisins, vous avez un graphe. On est d'accord, hein? Donc la structure de graphe est très intéressante parce qu'elle permet de traiter énormément de problèmes. Alors, comment utiliser des graphes, enfin coupler graphe et réseau neuronal? Comment un réseau neuronal peut agir sur un graphe? C'est ce qu'on appelle les graph neural networks. C'est ça que vous devez regarder en priorité, hein, si vous voulez créer des applications de plus en plus sophistiquées. Parce que le graphe, il est partout. Hein. Vous voyez, hein, en logistique, réseau social, dans la ville, hein, vous avez tout ce qui est, comment dire, le trafic, hein, les rues. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des graphes. Et les systèmes complexes se représentent sous forme de graphes. Voilà. Et vous prenez par exemple aussi la chimie, hein, les molécules, vous avez aussi, c'est un graphe. Vous pouvez représenter ça un graphe. Voilà. Donc vous voyez, c'est une structure qui est très utilisée. Et si vous voulez aller un peu plus loin, parce que là on parle de graphes, mais c'est statique. On n'utilise pas la composante temporelle, le temps, hein, l'évolution. Or, vous prenez par exemple un drone. Alors, prenons par exemple un drone. Un drone, il va falloir qu'il perçoive rapidement, on est d'accord, les obstacles, pour les éviter. Comment il est capable de faire? Si vous faites une analyse d'image, je vous rappelle que l'analyse d'image se fait image par image. Pas bon ça. Un être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Hein. En fait, vous avez une vision, il y a un focus, et il y a une vision périphérique. Et pareil pour l'audition. D'accord? Et donc, récemment, on a créé ce qu'on appelle des caméras capables de repérer des événements, hein, de repérer des variations de luminosité. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous prenez une voiture autonome, il y a un piéton, il faut le repérer rapidement, hein, parce que sinon, si jamais, et anticiper évidemment ce qu'il va faire. Sinon, le piéton est mort. Voilà, ça se traduit comme ça. Alors l'idée, c'est de traduire en fait toutes ces images par des événements et par des suites d'événements qui se suivent dans le temps. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est que ça suppose moins de calculs, puisque en fait, vous n'avez pas traité des matrices denses, vous allez traiter des matrices éparses, avec moins de coefficients. Donc ça fait beaucoup sur le calcul. Donc vous réagissez plus vite et ça coûte moins cher en énergie. N'oubliez pas qu'un drone a un capital énergétique fixe. Et qu'un drone, comme il doit voler, il faut que ça pèse pas lourd. Ça doit être embarquable. Donc vous voyez les contraintes dont on parle? C'est quand même pas petit. Hein. Alors, et si vous faites... et à quoi ça va servir? Par exemple, je peux vous dire, pour faire de la maintenance d'éoliennes offshore, par exemple. Alors le langage, ça ne sert pas simplement à la perception, ça sert aussi à la création. Parce que tout ce que je vais vous dire, ça se traduit en un seul mot. Voilà ce que je veux, fais en sorte que cela soit. Vous voyez, ce n'est pas compliqué à dire. Hein. Hein, vous dites ce que vous voulez. Alors au départ, on part des images, hein, parce que l'IA pour traiter des images. Alors, vous connaissez tous hein, ces techniques, classification, détection d'objets, segmentation d'instances. À chaque fois, ce sont des IA différentes qui sont de plus en plus précises pour vous dire ce qu'il y a dans la scène.
mais il n'y a pas de relation particulière entre les éléments de la scène. On est d'accord. Vous n'avez pas une description complète de scène. Si vous voulez aller plus loin, là, il faudra générer un graphe. Hein, vous allez créer un graphe pour vous dire exactement ce qui se passe dans la scène. Hein, vous voyez bien que ce qui se passe, hein, le monsieur qui parle avec la dame, etc. Donc ça, c'est représenté par ce graphe. Voilà. Et ça permet évidemment de répondre à des questions de plus en plus sophistiquées. Vous imaginez bien. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire ce qu'on appelle le VQA, le Visual Query Language. C'est-à-dire que vous allez poser des questions, hein, concernant une image. Vous voyez cette image? La question, c'est comment se sent cet homme au sujet, enfin, quel type de sentiment cet homme a envers cette femme, hein, qui vient juste d'entrer. Alors, on donne une question et on donne différentes réponses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de dire, de donner la bonne réponse, bien sûr, après analyse. Alors, analyse qui, évidemment, va utiliser à la fois de l'analyse de type statistique, de type deep learning, couplée avec des graphes de connaissances qui permettent de traduire des connaissances de type common sense, hein, connaissances communes. Par exemple, la neige fond, des trucs comme ça. Hein, tout le monde sait, s'il fait chaud, la neige fond. Voilà. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire à la fin? Ça va permettre de passer du texte à l'image. Je vous ai dit, vous écrivez, vous dites voilà ce que je veux. Je veux un bébé rebelle avec des traces de chocolat autour de la bouche et portant des lunettes de soleil dans lesquelles se reflètent des codes informatiques. Voilà ce que ça donne. Là, vous utilisez des modèles génératifs, des cannes. C'est pas trop moche, hein? En marketing, voilà du marketing. Le logo de McDonald's si l'entreprise vendait des chaussures. Voilà la création qu'il fait. Bon, c'est pas trop dégueulasse, honnêtement. Bon, alors ça va poser des tonnes de problèmes. Hein. Vous imaginez les deepfakes et compagnie, les droits d'auteur, hein, bref, on démarre, mais ce n'est que le début d'un chaos sans fin. Alors, ça, pour l'instant, c'est fait par un système qui s'appelle DALL-E. Hein, alors, c'est comme tu l'as dit ce matin, c'est à la fois Salvador Dali et c'est Wall-E, hein, de Pixar. Hein. Et par contre, c'est fait par OpenAI et c'est fermé. C'est un système fermé. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la même chose, mais en open source. Ça s'appelle Stable Diffusion. Ça vient juste d'être mis en open source. Ça fait la même chose que DALL-E. Regardez un petit peu, hein, ce que ça fait. Hein. Là, vous en avez plusieurs, hein, systèmes et voyez les résultats. Hein. City, une ville sur une pizza, voilà l'interprétation de chacun des modèles génératifs. Bon, après, faut voir ce que ça donne, il faut apprécier. Et vous avez aussi la possibilité de personnaliser, de vous prendre vous-même comme étant point de départ et de vous transformer en robot de type Terminator. Donc vous pouvez faire de la création, disons, à volonté. Donc en fait, vous voyez que ça va bien au-delà du filtre Instagram. Hein, il y a le filtre Instagram et puis vous avez d'autres systèmes qui commencent à émerger et qui finiront sur votre smartphone, évidemment. Alors, comme il y a un business qui va se créer, évidemment, c'est les prompts. Hein, toutes les questions dont je vous ai parlé, maintenant, il y a une place de marché. Parce que vous allez vendre. Il y a du business à faire. Hein, donc avec tout ça. Donc, vous pouvez chercher des prompts et en vendre. Hein, ce sont les prompts, ces fameuses questions, enfin, phrases que je vous ai montrées. Et mieux que ça, voilà une création synthétique qui a été primée par un jury. Elle a été légèrement retouchée en Photoshop par le gars qui l'a fait générer par une IA, et il a obtenu un prix. Bon, évidemment, les concurrents humains ne sont pas contents. Pas contents du tout. Mais c'est pour vous montrer un peu l'état de l'art. Hein. C'est-à-dire que ça va très très vite. Hein. Alors,
comme je vous ai dit, le langage, alors on va reprendre, on avait le langage pour l'interaction et le raisonnement, le langage pour la création, et maintenant, nous allons avoir le langage pour l'action. Ah oui, faut agir. Hein. Vous savez que quand vous faites de la linguistique, vous avez, parce que vous avez je vais chez toi, il y a des, comment dire, des formulations qui, lorsque vous dites la phrase, c'est comme si vous agissez en même temps. Dire, c'est faire, quelque part. Hein. Et donc, du langage à l'action via la planification. Donc vous dites, voilà, vous voulez, par exemple, dites à un robot, va me chercher un coca. Mais oui, mais alors le coca, il est où? Il est dans le frigo, donc il faut que j'aille au frigo, il faut que j'ouvre le frigo. Bah, je vais faire un plan, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais décomposer la phrase, l'objectif, en des sous-objectifs. Voilà. Et donc, je vais utiliser ce modèle pour créer ces sous-objectifs. Et ces sous-objectifs, je vais utiliser une autre technologie pour les... je vais pouvoir tester tout ça dans des environnements de simulation. Ah oui, synthétique, pour voir si ça marche. Vous voyez, hein, je peux faire un certain nombre d'actions. En voilà, virtualhome.org. Donc vous pouvez tester avant de d'utiliser le robot. Vous pouvez tester en environnement synthétique. Et si vous voulez utiliser un robot, vous allez devoir avoir une autre technologie. Alors là, vous allez utiliser les services d'un Normand qui s'appelle Conscience Robotics. Qui connaît Conscience Robotics? Ah, eh bien oui, l'idée, c'est de donner des ordres de haut niveau et d'entraîner le robot jusqu'à ce qu'ils soient capables de faire le job. Alors évidemment, vous avez compris, un ordre de haut niveau, je vais le décomposer en une série d'ordres de plus bas niveau, séquentiel, on est d'accord. Et après, chacun de ces sous-ordres, il faut que j'entraîne le robot pour les réaliser. Alors là, j'ai utilisé une autre technologie. Là, c'est les algorithmes génétiques que je vais utiliser. Mais c'est faisable. Vous voyez donc comment je peux créer des solutions de plus en plus sophistiquées. Alors tout ça, ça utilise beaucoup de données synthétiques. Vous avez compris que maintenant, pour entraîner les IA, il n'y a pas que... Quand on manque de données, il faut en créer. Surtout dans les villes. Dans les villes, vous faites de la voiture autonome, vous n'avez pas souvent beaucoup d'informations. Donc il faut créer à la fois différentes situations. Par exemple, des météos différentes, des éclairages différents. Et c'est ce que fait, par exemple, ce logiciel Caméléon de Mindtech, des données d'entraînement synthétiques pour aider aux voitures autonomes à percevoir et aussi à gérer toutes les interactions entre humains et le reste du monde. Donc voyez bien, voyez bien que Gartner, il vous dit que Monsieur Gartner, il vous dit que les données synthétiques, ça va devenir de plus en plus important, plus que les données réelles. Voilà, je vous dis où est le business, c'est pas compliqué. Et comment ça se traduit concrètement dans votre vie? C'est pas compliqué. Je vous donne par exemple ce que ça donne. Comment on va créer des feux tricolores intelligents? Parce qu'un des gros problèmes, c'est que c'est les bouchons. Vous savez, il y a des feux qui ne sont pas très synchronisés. Comment on va avoir des feux qui s'adaptent au type de trafic? Avant de mettre au point, vous mettez au point l'algorithme avec des données synthétiques. Et vous faites de l'entraînement. Vous voyez, donc il faut en fait, il faut utiliser évidemment la simulation. Voilà. Mais à la fin, vous avez... Alors, ils arrivent à réduire le temps d'attente de 30%. Pas mal. Alors, c'est testé à Courcouronnes, à Éric Courcouronnes, dans l'Essonne. Donc, ce n'est pas du virtuel, ce dont je vous parle. Seulement, il y a un prix à payer quand même. Je vous ai parlé de l'importance de la consommation énergétique. Ça consomme beaucoup d'énergie, donc en calcul et en ressources mémoire. Et donc, regardez un petit peu ce dont on parle là. La puissance de calcul, elle double tous les 3-4 mois. C'est plus que la loi de Moore qu'on demande pour créer les modèles. Donc, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. La conséquence,
ben, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Hein. Donc là, vous avez un des modèles. Hein. Lui, c'est un modèle qui fait 50, je ne sais pas combien il fait, 8,3 milliards d'hyperparamètres. C'est un petit modèle, dans ce que je vous ai montré, un petit modèle. Et déjà, c'est à peu près la quantité d'énergie que 3 foyers utilisent en un an. Pas mal. Je ne vous dis pas ce que ça donne quand vous avez des trillions. Hein, ce n'est pas des billions, hein, des milliards, des 1000 milliards de milliards. Maintenant, 1000 milliards. Hein. Alors, pour résoudre ce problème, parce que alors il y a des gens qui se sont dit, bah, on va créer des chips spéciaux. Alors, Cerebras, par exemple, c'est une réponse. Hein, plutôt que d'avoir plein de CPU, on va utiliser ce chip spécial qui permet de construire plus facilement des gros modèles en faisant en sorte que ça rentre tout dans la mémoire. Bon, pourquoi pas? C'est un début. Hein, et comme il y a moins de... Alors parce qu'un des autres problèmes entre les GPU, évidemment, c'est qu'entre GPU, combien de temps? 10 minutes. OK. Et deuxième possibilité, du calcul optique. OPU, Optical Processing Unit. Ça, c'est ce que fait Lighton, une boîte française, d'accord, hein, qui utilise de la lumière pour faire des... Alors, c'est du calcul analogique, hein, je veux dire, pour traiter des matrices. Ou alors, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'IA neuromorphique, c'est-à-dire que vous avez une mémoire dans laquelle se fait le traitement. On fait le traitement dans la mémoire. C'est du in-memory computing. Et tout ça, ça permet évidemment de rapidement faire de la robotique. Hein, vous voyez, avec moins d'énergie, bien sûr. Alors, on a parlé avant de SAS et des problèmes de sécurité. Hein, sécurité et confidentialité. Ça, c'est une contrainte importante pour l'évolution de l'IA. Alors, IA est souvent associée à blockchain. Hein, c'est-à-dire que pour la partie sécuritaire. D'accord? Donc, ça permet on voit bien que ça permet, par exemple, de coordonner des devices, hein, des objets qui ne se font pas confiance. Donc ça permet, par exemple, donc vous voyez bien qu'il y a diverses rencontres entre diverses technologies. Alors, une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le federated learning. C'est-à-dire que, généralement, les données vont vers les algorithmes. Vous voyez, on va chercher les données. Là, c'est l'inverse, c'est l'algorithme qui va vers les données. Et c'est ce que fait une boîte nantaise qui s'appelle Hawkin. Qui connaît Hawkin? Une, deux, c'est à Nantes. C'est les meilleurs spécialistes français du federated learning. Parce que le gros problème des hôpitaux, c'est que les données ne sortent pas des hôpitaux. Ah oui, ils sont sensibles. Donc les algorithmes doivent venir. Donc vous voyez bien, on décompose, mais il faut un coordinateur. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez faire des modèles IA sur des données cryptées. C'est ce qu'on appelle le chiffrement homomorphique. Homomorphe, plutôt. Homomorphe. Et la société Zama, qui est française, est spécialiste de ça. Là, c'est plus difficile, hein, le chiffrement homomorphe. Hein, voilà. Ils font de l'open source. Hein. Explicabilité, c'est ce qu'on appelle l'XAI. Hein. Vous avez vu que le problème, c'est que le deep learning, ce sont des boîtes noires. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ce qu'on voudrait savoir, alors, c'est quels sont les paramètres qui influencent, déjà. Dans l'ensemble des hyperparamètres, quels sont les paramètres influenceurs, les plus importants. Et il y a des modèles. Hein, donc, si vous allez vers l'interprétation, vous voyez bien qu'on parle bien du réseau neuronal, qui est peut-être performant, mais qui n'est pas tellement interprétable, jusqu'au système de règles, qui, lui, est interprétable, mais qui n'est pas tellement performant. Et qui ne passe pas l'échelle, surtout. Alors, il y a plutôt le type d'explication. Alors, une des explications, c'est l'explication ad hoc, qui est une explication très ponctuelle. Comment on obtient un résultat local. Alors, le meilleur spécialiste du coin, c'est la Maïf. Vous connaissez tous la Maïf. Ils ont des data scientists et ils ont un logiciel open source hein, qui traite ces problèmes. C'est en Python, vous pouvez regarder ce qu'ils font. Je pense que ça peut être intéressant. Et
il y a des gens qui ont travaillé sur l'ajustement des valeurs entre l'humain et la machine. Comment faire en sorte que la machine et l'humain se comprennent. Ça, c'est des travaux de robotique. Parce que la vision d'ADARPA, c'est ça. C'est en fait de faciliter le boulot des analystes et des gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est l'IA du champ de bataille, à la fin. Vous avez compris que les drones, je ne sais pas si vous voyez, en Ukraine, il y a les drones, les Bayars, les drones turcs. Vous avez ce qu'on appelle des drones kamikazes. Voilà, ils font comme les Japonais, hein, sauf qu'il n'y a personne dedans. Mais c'est très efficace. Alors, what's next? On en a parlé ce matin. L'IA va aussi rencontrer le quantique. Hein, parce que, alors, bon, d'abord, via le logiciel, là, vous avez le TensorFlow version quantique, hein, mais aussi, il y aura du hardware, hein, bien sûr. Hein. Donc, évidemment, ça veut dire, évidemment, superposition d'états, et ça veut dire parallélisation. Ça veut dire que, par exemple, c'est bon, 5 minutes, pas de problème. Ça veut dire que, par exemple, dans une voiture autonome, vous allez pouvoir envisager tous les cas de figure à partir d'une voiture autonome, si jamais vous avez un ordinateur quantique embarqué. Voilà. Et à quoi ça sert, tous ces trucs-là? Ça sert, par exemple, à créer des nouvelles protéines. Parce que je vous ai dit qu'on peut les repérer avec AlphaFold, mais la nouveauté, c'est ces protéines MPNN. Hein, c'est comment créer de nouvelles protéines. Ça s'appelle des médicaments, hein, à la fin. En fait, voilà ce que je veux, fais en sorte que cela soit. Vous vous souvenez de ça? Hein, comment créer une protéine qui a telle et telle propriété, qui répond à telle et telle contrainte. Voilà. Hein, non, vous voyez, cette problématique est toujours présente. Mais il ne faut pas se leurrer. L'IA n'est pas la panacée. Je vous ai dit qu'il y a plein de dangers. Et je vous cite un article du Temps. Hein, c'est un journal suisse du 12 septembre. C'est Suzanne de Tréville, hein, qui est une experte, qui dit « L'automatisation totale ne marche pas. Hein, il faut que l'humain reste dans la boucle. Il faut une coopération entre les IA et les humains. Vous avez d'ailleurs à Nantes une boîte qui fait des cobots. Il y a tout à Nantes. Il faut aller. C'est ça qui est beau. Hein, et si vous faites du business, si vous faites de la relation client, on va beaucoup parler de bots. Ouais, mais les bots, c'est limité. Hein. Et essayez de tester les bots. Moi, j'ai testé le bot d'Apple. À la fin, il m'a amené vers un gars en Irlande. Et j'ai résolu mon problème. Le bot, il était un foutu de me... Il m'a balancé des pages, mais moi, j'en ai dit, j'ai rien à foutre des pages. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est je veux une réponse à ma question. Voilà. Et donc, je ne suis pas le seul, parce que les gens, le bot, très bien, s'il sert d'aiguilleur, hein, comme un aiguilleur, hein, je veux dire, mais à la fin, il me faut un humain pour avoir la réponse. Et c'est là le message que je veux vous transmettre. Et je finirai par une citation de Jean Piaget. Hein, l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? C'est gros survol. Hein. Ah, peut-être un microphone. Voilà, parce que là, il ne faut pas que vous repartiez en étant frustré. Pouvez-vous présenter, oui, s'il vous plaît? Oui, Youn Perron de CGI. Je poserai du coup la question juste. On a vu que du coup, les artistes étaient au chômage maintenant avec Dali. J'ai pas dit qu'ils sont au chômage. Hein. Ils ont changé de métier. Oui, il va falloir qu'ils réapprennent leur métier. Pareil pour Amazon. Et quand je vois ce qu'on peut avoir, un mélange entre un réseau de neurones et un graphe, un programme, c'est quand même un graphe. Est-ce qu'on peut imaginer que les développeurs, il va falloir qu'ils réapprennent à travailler? Alors, il y aura toujours l'humain dans l'automatisation, mais quand on voit qu'on fait du TDD, où on fait d'abord du test et puis après du code, comme on veut, du moment que ça répond le test, parce que demain, on fera que du test et l'IA fera le code. L'IA peut aider à créer du code.
Hein. Pour l'instant, on a beaucoup de systèmes qu'on appelle le code completion. Hein. On finit mais bon, mais quand même, soyons clairs, ça pourra marcher pour des problèmes bien identifiés. Par contre, dès lors qu'il y a de la créativité, hein, qu'il faut, disons, des problèmes qu'on n'a pas l'habitude de traiter, là, il faut un humain obligatoirement qui analyse le problème, parce qu'il faut être problématicien. La machine n'est pas problématicienne. C'est l'humain qui est problématicien. Un problème bien posé, là, vous savez bien, Boileau, hein, je veux dire, on en revient aux fondamentaux. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous raconte. Il y a simplement des technologies qui évoluent, mais les fondamentaux restent les mêmes. Si vous posez mal le problème, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc ma réponse est de dire que oui, il y aura une accélération certainement de la productivité dans le code, mais on ne va pas remplacer tous les codeurs. Mais il faut que le codeur se mette à jour, ça c'est sûr. Il y aura une mise à jour des codeurs. Ça, je pense que ça va... Parce qu'il faut monter en compétences. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ou alors faire des activités que le robot est incapable de faire. Par exemple, je vais vous dire, on peut, dans la médecine, vous pouvez avoir une machine qui vous donne un diagnostic, mais après, il faut expliquer aux gens le diagnostic. Et ça, ce n'est pas la machine qui va l'expliquer, hein, parce qu'il faut l'empathie. Et la machine n'a pas d'empathie. Enfin, les médecins n'ont pas généralement, malheureusement, ne sont pas formés pour dialoguer avec les patients, mais ils devraient le faire. Moi, j'encourage toutes les facultés de médecine à travailler là-dessus, parce que sinon, ils seront au chômage. Voilà. Je crois que tout est dit, parce que vous avez compris qu'il y a de moins en moins de médecins. Hein, donc, ils vont être remplacés par des machines. Donc, s'ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, il faut qu'ils trouvent les moyens de se rapprocher de leurs patients. Parce que le patient, ce qu'il veut, c'est des solutions à leurs problèmes. C'est aussi con que ça. Voilà. D'autres questions ? Ou alors je vous ai complètement assommé, là. Ah, voilà. Une personne. Voilà. Ah, il y a aussi il y a une question là et une question là. On a survolé un peu l'éthique tout à l'heure. Oui. Et avec Midjourney, on s'aperçoit qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle puise dans des stocks photos. Bien sûr. Et puis, en fait, il va quand même se poser la question enfin, ça va être encadré forcément, parce que sinon, oui. tout ce qui est droit d'auteur, enfin voilà. J'en ai suggéré que les droits d'auteur vont certainement entrer en ligne de compte. Et en France, la loi est très stricte là-dessus. Voilà. Non, je suis d'accord. Il va y avoir des problèmes de droit d'auteur. Mais il faudra des outils aussi pour être capable de revenir à l'image initiale. Voilà. Vous pouvez... C'est une autre personne. Oui, donc moi toujours pour parler un petit peu d'éthique pour le coup, mais sur quelque chose qui est différent, c'est par exemple sur les voitures autonomes, ce genre de choses. On parle beaucoup de la voiture autonome, il y a même des gens qui imaginent que quasiment tout le parc automobile en fait soit autonome. On pense au tunnel d'Elon Musk ou ce genre de choses-là qui ne marchent pas forcément ultra bien d'ailleurs. Mais est-ce que du coup ça ne rentre pas directement en contradiction en fait avec le principe d'éthique justement, le fait d'avoir un véhicule qui ne puisse pas prendre de décision en fait humaine? C'est vers qui se tourner si jamais il se passe quelque chose de grave. Alors, justement, c'est la notion de responsabilité, parce que le juridique a besoin nécessairement de quelqu'un, en cas de contentieux, qui est responsable. C'est ça la question. Hein, je suis entièrement d'accord. Ce matin, Lionel a dit qu'on va assurer non pas le conducteur, mais la voiture. Voilà la solution légale envisagée, entre guillemets. Hein. Et puis il y a les problèmes d'éthique. Qu'est-ce que le concepteur va choisir de protéger le conducteur ou de protéger le piéton? Hein. Vous allez tomber sur les lois d'Asimov, quelque part. En tout cas, il faudra trouver des variantes acceptables par la société, je dirais. Acceptables, je précise. Je ne peux pas en dire plus. Mais on va retomber là-dessus, mécaniquement. D'autres questions? Ah, je vais peut-être passer. On aborde des beaux thèmes. Oui, je trouve très joli votre diapo, là, parce que Piaget, c'est ce qu'il disait. Il disait que l'homme s'est développé grâce à la motricité. Oui. Et vous dites qu'avec la voiture autonome,
tous les problèmes se posent. Bien sûr, bien sûr. Alors, la voiture autonome n'est pas un rêve, hein, parce que ça va commencer par les taxis, hein, les taxis autonomes. En Chine, ça démarre. Aux États-Unis, il commence à y avoir des licences, hein. Alors les boîtes dont on parle, c'est en Chine, il y a Pony, je pense, et il y a Cruise aux États-Unis. Hein, c'est une filiale de General Motors, hein, qui œuvre du côté de San Francisco. Pour l'instant, les voitures autonomes, ils travaillent dans des zones très tranquilles, hein. Dans l'Arizona, il fait beau tout le temps, et les routes sont généralement perpendiculaires, donc, et grandes. Mais essayez, l'étoile, vous ne le ferez pas. Bastille, vous ne le faites pas. Hein, c'est clair, parce que là, c'est une autre paire de manches. Même pour les humains, ce n'est pas simple. Donc, vous imaginez bien que pour une voiture... Donc, oui, vous allez avoir des navettes autonomes, c'est sûr, sur dans des endroits bien balisés. Mais il y aura toujours la possibilité que des accidents puissent arriver. Hein. Ah oui, mais il n'y a pas que les voitures autonomes. Hein. Le problème, c'est qu'il ne sont pas tout seul. Il a raison, Lionel. Hein. Oui, mais les piétons, ils savent déjà les gérer. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pas sûr. Pas sûr. Ouais. Pas sûr. Elle freine. La mienne, en tous les cas, pour l'instant, elle freine. Non, rien. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Quand je vous ai parlé d'automatisation, regardez, je vous ai parlé de John Deere avec ses tracteurs. Un champ, normalement, il n'y a personne, hein, et c'est bien délimité comme zone. Si je vous parle aussi vous voyez aussi dans les zones minières, du côté des mines, généralement, ce sont des zones qui sont bien balisées, généralement, contrôlées. Dans ces zones-là, l'automatisation, ou des entrepôts, l'automatisation peut arriver. Voilà. Mais si vous avez des humains qui rentrent dans la partie, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir des interférences, voilà, et des accidents. Voilà, c'est tout. D'autres questions? Ah, non, ça... Bon, écoutez, merci beaucoup, et bon salon.